Ici Pamela, vous êtes sur Radio Camping version courte. Nous avons créé ce format pour les plus pressés d'entre vous. Vous y retrouverez le concentré, le meilleur, la crème de l'épisode complet. Mais pour ceux qui ont du temps devant eux, je vous conseille vraiment l'intégralité de l'entretien, riche en infos et émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Radio Camping, le podcast spécialisé dans l'hôtellerie de plein air, podcast donc du camping. Et je vous présente Patrice. Bonjour Johan. Donc, je souhaitais inviter Patrice dans mes premiers épisodes de podcast parce que c'est déjà un partenaire de longue date. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Patrice? Il y a une dizaine d'années maintenant déjà. Ouais. On est des vieux de la vieille, même si ça se voit pas, on fait tout jeune, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que on roule notre bosse dans les salons et dans le métier. On a fait pas mal de saisons, à peu près la même durée. Toi, ça fait combien de temps que tu es en place? Depuis 2010. Ouais, ben voilà, nous, on a créé en 2011 l'activité. Donc, et en fait, si tu veux te présenter en quelques mots, et puis après on ira plus en profondeur, mais je vais vous expliquer pourquoi je voulais que Patrice intervienne. Eh bien, merci. Donc, Patrice Chaumont, gérant de Coventis Conseil, cabinet spécialisé dans le financement de camping. Voilà. Et c'est vrai que Patrice, pour moi, à chaque fois que je le croise, je lui pose des questions sur la mutation du secteur, parce que vu qu'il est en tout amont du projet, qu'il a même les personnes qui finalement n'achètent pas de camping, il a vraiment tous les profils de gens qui s'intéressent à ce métier. Je trouve que c'est vraiment charnière pour percevoir ce marché qui, depuis 10 ans, est en pleine mutation. Et donc, c'est vrai que chaque fois, on a des longues discussions sur l'évolution du secteur. Et Patrice, je lui demande des conseils et c'est l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir des discussions entre fournisseurs avec des gestionnaires de camping que l'on fait partager, autant les avoir et les enregistrer en vocal, en YouTube, en chaîne YouTube et via ce podcast et en faire bénéficier le maximum de personnes. Donc du coup, Patrice, si tu veux bien, voilà, donc tu t'es présenté et donc quel est l'historique de Coventis Conseil, d'où vient le nom? Ça aussi, c'est une question que je me suis posée, que je voulais te poser depuis un moment. Et toi, comment tu t'es mis à l'hôtellerie de plein air? Très bien. Alors déjà pour répondre à la question sur le nom, c'est qu'il en faut un. Chaque fois qu'on crée une entreprise, c'est toujours le casse-tête. Donc on savait qu'on allait faire du conseil, voilà. Et donc Coventis, on trouvait que ça sonnait bien, donc on a associé Coventis et conseil. Voilà, il y avait le nom tout trouvé. Faut pas forcément rechercher la référence au camping, parce que quand on a créé nous, il n'y avait pas le camping, parce que l'historique de Coventis Conseil, c'est que moi dans une autre vie professionnelle, j'étais banquier 15 ans, où je côtoyais déjà, donc j'avais comme client des exploitants de camping. C'est comme ça que j'ai découvert cette activité. Et quand j'ai créé le cabinet Coventis Conseil en 2010, j'ai décidé de me mettre à mon compte dans le conseil en financement auprès des professionnels, et c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers l'activité camping. On s'y est tous mis voilà comme ça. Pour notre histoire. Ouais, moi aussi, j'étais sur la partie photo au départ et site internet un peu généraliste. Et puis après, quand on rencontre des gestionnaires de camping et qu'on a plusieurs types de professionnels, on voit que vraiment, il y a tout l'aspect humain, confiance qui se retrouve dans peu d'autres secteurs d'activité, qui fait que rapidement, on en veut d'autres, des clients comme ça, et les autres disent non, mais moi, je suis pas, c'est pas mes valeurs. En tout cas, nous qui sommes assez proches au niveau valeurs, je pense que ça nous a correspondu totalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on va t'écouter là-dessus sur l'aspect justement profil, donc effet Covid. Tu l'as senti toi, Patrice? Oui, on l'a senti comme tout le monde. Alors même si le marché de l'hôtellerie de plein air reste un marché dynamique en termes d'acquéreurs, ça l'a toujours été. Nous, on exerce cette activité de conseil depuis 2010. Depuis 2010, on a toujours eu un engouement d'acquéreurs pour le secteur d'activité. Alors plutôt pour des acquéreurs qui avaient ce projet de longue date, plutôt mûrement réfléchi, qui ont croisé sur les salons une première fois, puis une deuxième fois avant de se lancer dans l'achat. Avec le Covid, avec les effets de la crise sanitaire, après la crise sanitaire, on a vu des profils effectivement plus jeunes, plus frais dans l'esprit, c'est-à-dire des projets qui étaient peut-être alors moins réfléchis, c'est pas péjoratif, mais qui étaient plus récents, qui sont plus liés à un questionnement, une interrogation lors des confinements successifs et
qui étaient dans des projets peut-être un peu dans la tête, un peu oubliés, qui se sont dit voilà, c'est le moment. Donc effectivement, ça a été un accélérateur sur le nombre d'acquéreurs qui se sont lancés et qui amènent effectivement de la nouveauté, des visions différentes sur l'exploitation et la reprise d'un camping. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ils viennent avec des idées nouvelles aussi, parfois intéressantes. C'est ça aussi qui est magique dans notre métier, c'est de voir des profils différents, des repreneurs qui ont des envies. Et ça, c'est le plus important. Oui, parce que toi, tu n'as pas un métier type qui est en reconversion, quoi. Tu n'as pas le mec de la finance, de la défense qui fait R à Z et qui a vraiment envie d'être converti, de faire Alors moi, je l'avais ça beaucoup. J'avais l'impression de refaire du sens avec son métier, être au contact humain et partir en province, en bord de mer, si possible, bord de rivière, bord de lac ou à la montagne, et vraiment être en B2C alors qu'on avait un métier assez théorique. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore plus de profils. Le spectre est d'autant plus large, j'ai l'impression, quoi. Oui. Bon, je pense qu'on a le même profil de clients. De toute façon, c'est ceux qu'on retrouve dans les futurs exploitants de camping. Mais autant auparavant, effectivement, on était plus dans la reconversion professionnelle sur effectivement des cadres de 40, 50 ans qui avaient mûri le projet, qui avaient un patrimoine qui était assis financièrement et qui pouvaient disposer d'un apport conséquent lié à leur carrière professionnelle. Là, aujourd'hui, on a toujours ces profils, bien entendu, mais on retrouve plus effectivement de profils un peu plus jeunes qui peuvent disposer d'un apport via effectivement la revente d'un bien immobilier parce que le marché immobilier est dynamique et il y a une belle croissance aussi qui permet de libérer des apports ou des bons familiaux et qui sont effectivement plus dans la quête de sens liée à l'activité, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur le cadre qu'à 50 ans qui est un peu fatigué, lassé de son activité, on est plutôt sur des profils la trentaine qui ont effectivement des idées, ont envie d'apporter un peu leurs pattes à l'hébergement touristique et qui se lancent dans l'aventure. Voilà, il y a tous les profils, hein, on ne peut pas non plus faire un profil type parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier, c'est qu'il y a un projet égale un profil différent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme argent quels sont les ratios pour acheter un camping? C'est un petit peu la grande question parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les campings coûtent cher, on achète du foncier. Donc, est-ce qu'il y a des règles là-dessus, des ratios qu'il faut respecter pour se dire, oui, je peux, si c'est mon projet, je peux racheter ou en tout cas aller viser ça pour accéder à ce projet-là? Alors, c'est difficile effectivement de faire une réponse large parce que chaque camping est différent et en fonction de la taille et du volume d'activité, mais globalement, si on veut schématiser, si on veut accéder, entre guillemets, facilement, si on peut dire, un apport entre 300 et 400 000 euros est souvent nécessaire pour accéder à l'hôtellerie de plein air, si on veut acheter un muret fond. Voilà. En deçà, avec un apport inférieur, on peut trouver, bien entendu, hein, si on a 250 000, 300 000 euros, alors c'est vrai qu'en dessous de 200 000 euros, c'est compliqué parce que le marché est comme il est, un camping, ça vaut de l'argent, mais sur des apports inférieurs à 300, 400, on peut, si on se concentre parfois sur un fonds de commerce seul. Le plus dur étant comme toujours de trouver la bonne affaire, hein, celle qui vous convient, celle qui est viable économiquement et qui correspond à ce que vous recherchez. Voilà, ça donne un peu les notions, mais la problématique de l'apport, en fait, on se rend compte que c'est pas plus on a d'apport, plus c'est facile, parce qu'en fait, on a des clients aujourd'hui qui ont vendu leurs affaires, qui ont pour certains 1 voire 2 millions d'euros d'apport, et la difficulté de trouver effectivement des cibles en rapport avec ce niveau d'achat, mais c'est pas plus simple. C'est pas plus simple que pour l'acquéreur qu'à 300, 400 000 euros. Et alors, quand on dit viable économiquement, c'est quoi? C'est qu'on peut payer, on peut se payer avec sa femme, on peut payer un jardinier qui peut faire ça, payer un site internet, faire le minimum de communication. C'est quoi? Parce que par exemple, il y a aussi des tout petits campings qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais ça, par contre, c'est compliqué à payer un crédit, plus après financer le minimum vital, on va dire, pour vraiment exploiter le camping. Alors, ça dépend bien sûr du camping, de son niveau de charge, du prix qu'on l'a payé, ainsi de suite. Le chiffre d'affaires, en fait, est une donnée intéressante, mais pas que. On peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Si on a 480 000 euros de charge, ça va être compliqué. Donc, bien sûr, ça va de soi, plus on a de chiffre d'affaires, plus ça peut être facile de générer de la rentabilité et donc de bénéfices, mais être viable économiquement, pour répondre à ta question, c'est effectivement l'étude de viabilité qu'on a bien à faire d'ailleurs
nos clients acquéreurs, c'est de s'assurer effectivement que c'est la grande question de nos clients. Souvent, c'est est-ce que je vais pouvoir me payer et est-ce que je pourrais payer les prêts. Donc, en fait, c'est notre approche, c'est de regarder effectivement si on peut dégager un salaire pour le couple de dirigeants, si on peut payer les prêts sollicités, bien entendu, et également payer les charges de fonctionnement du camping dans le fonctionnement idéal et assurer également ce qu'on appelle un excédent de trésorerie, c'est-à-dire un bénéfice suffisant pour assurer le développement et le bon entretien du camping. Parce que sur un camping, il faut toujours investir, bien sûr, mais aussi renouveler le parc locatif pour ne pas le laisser vieillir. Ainsi. Donc justement, Patrice, je voulais te demander quels étaient vos modes de rémunération, comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Alors, nous sommes payés uniquement au succès. Nos honoraires sont de 1% du montant du financement recherché, avec un minimum forfaitaire de 3 500 euros. Si, par exemple, le financement recherché est de 500 000 euros, nos honoraires seront de 1% de 500 000, soit 5 000 euros. Et ces 5 000 euros, deux points importants, ils sont intégrés dans le plan de financement de départ, au même titre que les frais d'acquisition, et ils sont liés au résultat. Si nous trouvons un financement, nos honoraires sont facturés le jour où les propriétaires achètent le camping, les clients achètent le camping, ils ont une facture, ça passe en charge. Si par malheur on ne leur trouve pas de financement ou que l'affaire ne va pas au bout, ils ne nous doivent rien. On est payé uniquement au succès et si l'affaire est signée. Il y a des zones, bon ça c'est plutôt un agent immobilier qui pourra nous répondre, mais des zones justement où il y a plus de camping à vendre, enfin en tout cas où on sait que la rentabilité peut-être est meilleure, ou aussi entre des zones ou alors des typologies. Est-ce que c'est bord de mer, est-ce que c'est bord de lac, est-ce que c'est été-hiver, est-ce que voilà sur les grandes tendances, pareil, est-ce que tu as vu un petit peu des endroits qui sont plus rentables et ou des endroits où c'est plus facile d'acheter un camping? Alors, plus facile, je ne sais pas. Après, il y a des zones en fait qui sont moins demandées. C'est l'offre et la demande en fait, surtout. Ouais. On se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes effectivement sur la côte atlantique, l'arc méditerranéen sont des zones effectivement très très recherchées, voire la Dordogne. Donc, plus on a d'acquéreurs sur ces zones, effectivement, le nombre de campings étant limité, plus effectivement il est difficile de trouver un produit. Après, ils sont pas forcément paradoxalement des zones moins intéressantes financièrement ni en termes de tourisme, mais tout ce qui est région Pays de la Loire, et je pense notamment au Château de la Loire, est une zone très dynamique en termes de camping et qui est pas forcément la plus recherchée. Alors, je dis pas que c'est facile de trouver un camping, mais c'est pas là où il y a la plus grosse demande. L'Est de la France est une zone où effectivement il y a moins de demandes, alors qu'il y a de très beaux campings avec une très bonne rentabilité. Donc voilà, dans toute la partie, on va dire nord-est de la France, il y a une zone moins demandée. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. Ouais. S'il y a moins de demandes, effectivement, ça crée moins de tension sur les prix. Et à apport équivalent, on peut s'acheter une plus belle affaire, a priori, dans le nord-est de la France qu'en Bretagne. Voilà. Oui, le souci, c'est que c'est pas forcément corrélé la demande des estivants vs la demande des propriétaires. Parce que, par exemple, je pense au Pays Basque où c'est aussi peut-être un lieu de villégiature et un bassin de vie assez peut-être sympa pour les gestionnaires de camping, mais derrière, il n'y a pas moins de vacanciers que peut-être, comme tu disais, au Pays de la Loire ou en Ardèche, mais qui va être peut-être un peu plus reclus pour habiter. Enfin, je dis le Pays Basque, je peux parler de La Rochelle, je peux parler de zones comme ça qui sont accessibles, et en tout cas où il y a des zones, des villes un petit peu importantes pour aussi vivre au quotidien, quoi. L'offre et la demande font qu'effectivement, il y a quand même, à mon avis, plus de demandes que d'offres. Donc, ça crée quand même une tension sur les prix. En tout cas, ça ne contribue pas à les faire baisser, ça c'est sûr. Alors, ça n'a pas pris 30% comme l'immobilier traditionnel parce que il y a quand même une réalité économique de tout ça. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'a pas non plus fait 30%, même si les saisons sont bonnes, globalement, mis à part la saison 2020. Les saisons s'enchaînent et sont globalement bonnes pour les campings. Donc, on voit une petite évolution, inflation sur les prix, mais qui reste raisonnable, on va dire, et tenable encore pour les acquéreurs. Je vais poser cette question, je la poserai, je pense, à tous mes invités. Quel conseiller, quelle personne tu me conseillerais pour un prochain podcast? Et donc, je pense que ça va être corrélé avec les personnes que tu conseilles dans le cadre de tes accompagnements, en tout cas de tes guidelines pour reprendre un camping.
Oui, alors il pourrait y en avoir plusieurs, effectivement, parce que au-delà de notre partie financement qu'on disait tout à l'heure, les primo-accédants ont besoin de beaucoup de conseils. C'est aussi le plaisir de les accompagner dans ce cadre-là, aussi bien sur la commercialisation que sur un site internet, que sur l'expertise comptable et ainsi de suite. Il y a un partenaire, effectivement, qu'on cite régulièrement aussi auprès des primo-accédants, c'est Nicolas Ford de Mon Premier Camping, que je salue au passage, qui est un ancien exploitant de camping et d'hôtel et qui propose des formations plutôt pratico-pratiques d'ailleurs sur le métier d'exploitant de camping, sur la commercialisation, enfin voilà, qui sont des formations assez courtes, d'1 à 2 journées. Je connais pas forcément tout son programme de formation. Là, j'invite à consulter son site, mais Ou le prochain podcast. Si le prochain podcast, voilà, très bien. En tout cas, tous les clients qui sont passés à travers ces formations sont ressortis enchantés. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est pour nos primo-accédants, c'est que c'est toujours un plus quand on présente le dossier bancaire, on y revient, mais c'est aussi un côté rassurant de préparation au projet pour un banquier de savoir que le client s'est formé et est accompagné. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être un des partenaires à consulter pour un prochain podcast, par exemple. Ça marche, ok. Et il nous reste 2 minutes 49, je vois le temps passer. Donc cette saison, comment tu la sens en quelques mots? Oui, elle paraît plutôt bien engagée, donc plutôt bien. On a des touristes français qui sont présents, les étrangers qui reviennent. Donc, a priori, tous les exploitants et clients qu'on a eu de camping là, ont été plutôt très optimistes pour la saison. Les réservations sont bonnes. Bon, super. Bon, on verra tout ça à Atlantica, au 7 et à tous les workshops et réunions des fédés à l'automne, mais c'est vrai que ça a l'air plutôt positif, même si des fois il y a eu un début juillet qui n'était pas si extraordinaire. On a tous de janvier à mars a vraiment démarré sur le chapeau de roue et c'est vrai qu'il y a eu une petite frustration après parce que en mai ça a été un petit peu ventre mou et voilà, donc on pensait peut-être que début juillet, notamment, allait être rempli plus tôt. Après, c'est des grosses disparités selon les destinations, comme souvent. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'en tout cas, belle saison, peut-être à pondérer quand même par rapport à l'engouement du début. En tout cas, c'est ce qu'on constate aussi de notre côté. Et donc, du coup, comment te contacter et tes projets en quelques mots pour l'avenir? Alors, nos projets, toujours continuer dans notre lancé sur l'accompagnement de nos clients. Ça reste une grande envie pour nous, un maître mot. Les projets, là, à court terme, effectivement, ça va être d'un point de vue plutôt technique, puisqu'on va se équiper d'un nouveau logiciel de gestion de nos dossiers et de suivi qui va permettre de laisser un peu plus la main aux clients, notamment pour la constitution du dossier, de pouvoir faciliter le dépôt de pièces en ligne, le suivi du dossier. Voilà. Donc là, ça va être un plus pour nos clients et ça va faciliter aussi nos échanges et nos transmissions des dossiers vis-à-vis des banques. Voilà, ça c'est le projet de la rentrée. Après, pour nous contacter, le plus simple effectivement, c'est sur notre site web financement-camping.fr où on peut retrouver toutes nos coordonnées ou un formulaire de contact si besoin. Ça marche. Écoute, merci Patrice pour ce temps dédié à Radio Camping et puis je te dis à très vite alors. Merci Johan pour ton invitation. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.